Le langage nous rend-il fondamentalement, irrémédiablement différents des animaux? C'est une question qui traverse les siècles, une question philosophique, qui nous oblige à définir non seulement ce qu'est le langage, mais aussi ce que cela signifie, au fond, d'être humain. Voilà la question centrale qui va nous guider. Il ne s'agit pas de savoir si les animaux communiquent, ça on sait qu'ils le font. La vraie interrogation, c'est de savoir si le langage humain crée une séparation si profonde, si nette qu'on pourrait la qualifier d'irréductible. Pour explorer cette question, on va suivre un parcours en 5 étapes. On commencera par bien définir les termes du débat, puis on se penchera sur la philosophie classique, avant d'aborder la linguistique et l'anthropologie. Ensuite, on verra ce que l'intelligence animale a à nous dire, et pour finir, on essaiera de repenser notre place dans le monde du vivant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut qu'on s'entende sur les mots. Le terme absolument clé ici, c'est irréductible. Ça suggère que l'être humain posséderait une faculté unique, une capacité qu'on ne pourrait ramener à aucune autre capacité animale. Et cette faculté, bien sûr, ce serait le langage. Ce qui est crucial ici, c'est de comprendre le langage dans son sens philosophique le plus strict. On ne parle pas de n'importe quel système de communication, on parle d'une capacité articulée, instituée et surtout considérée comme la manifestation visible de ce qu'on appelle la raison. C'est ce lien fondamental qui a longtemps servi de pilier à la distinction entre l'homme et l'animal. Et cette idée nous amène directement à la thèse philosophique classique. Le langage n'est pas qu'un simple outil, il est la preuve même de l'existence de l'esprit, de la pensée. Ce lien n'a d'ailleurs rien d'un hasard. En grec ancien, le mot logos signifie à la fois la parole et la raison. Pour les premiers philosophes, les deux étaient tout simplement inséparables. La capacité de parler était le signe direct, évident, de la capacité de penser de façon logique. Platon va encore plus loin. Pour lui, la pensée elle-même est structurée comme un langage. Quand on pense, on mène en fait un dialogue intérieur. On s'interroge, on se répond, on affirme, on nie. La pensée, c'est un discours silencieux. Donc, sans la structure du langage, pas de véritable pensée possible. C'est Descartes qui va systématiser cette rupture de la manière la plus radicale. Pour lui, l'argument est simple, l'humain peut agencer des mots pour exprimer une infinité de pensées, ce qui prouve qu'il a une âme pensante. L'animal, lui, ne le peut pas. Ces sons ne sont que des réactions naturelles, des mouvements mécaniques. La conclusion est sans appel, l'animal est un automate, une machine sans esprit. Bon, cette vision philosophique est très forte, mais est-elle suffisante ? Au XXe siècle, la linguistique et l'anthropologie vont déplacer le débat. On se demande plus seulement pourquoi on parle, mais plutôt comment fonctionne ce système si particulier. Le linguiste Émile Benveniste va proposer une distinction clé. Il y a le signal. Un chien qui aboie face à un danger, c'est une réaction directe. Ça, animaux et humains l'utilisent. Mais seul l'humain utiliserait le symbole. Le mot « arbre » n'a rien de commun avec un vrai tronc et de vraies feuilles. C'est un signe arbitraire, une convention. Et le langage, c'est précisément ce système de symboles qui nous permet de construire un monde abstrait. Et c'est là le point crucial chez Benveniste. Le langage n'est pas une simple étiquette qu'on colle sur le monde. C'est un système qui nous permet de déconstruire et de reconstruire la réalité de manière abstraite. On peut parler du passé, du futur, de concepts qui n'existent pas matériellement. C'est une capacité à s'élever au-delà du concret immédiat. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss va lier de façon indissociable le langage et la culture. Pour lui, le langage est à la fois un produit de la culture qui la reflète, une partie de cette culture au même titre que l'art, mais surtout il en est la condition. Sans langage, pas de transmission de lois, de mythes, d'éducation. La culture elle-même est structurée comme un langage. Jusqu'ici, l'argument en faveur d'une spécificité humaine semble assez solide. Mais c'était sans compter sur les découvertes de l'éthologie, l'étude du comportement animal qui viennent bousculer toutes nos certitudes. Cette citation du primatologue Franz de Waal résume parfaitement ce changement de paradigme. Et si on avait tout simplement confondu l'absence de notre type de langage avec une absence totale de pensée complexe? Prenons un exemple concret rapporté par De Waal. C'est l'histoire de Frangie, une femelle chimpanzé. Un matin froid de novembre, elle se trouve dans un abri chauffé. Elle commence à rassembler un gros tas de paille, l'emporte avec elle dehors sur une île et s'en sert pour se construire un nid bien chaud. Elle n'agit donc pas en réaction au froid, mais bien en anticipation de celui-ci. Cet acte, qui a l'air simple, est en réalité extrêmement complexe. Il prouve une capacité à se projeter dans le futur, à planifier une action en fonction d'un état qu'on ne ressent pas encore. C'est une forme de pensée abstraite, une conscience du temps, qui ne nécessite aucun mot. Et ce n'est pas un cas isolé.
De Waal documente des formes de culture, comme chez ces macaques qui se transmettent de génération en génération la technique du lavage des patates. Il décrit aussi des stratégies politiques incroyablement complexes, comme celle de Yeroen, un chimpanzé qui élabore toute une alliance pour prendre le pouvoir. La conclusion de Waal est donc que l'intelligence n'est pas une échelle unique avec l'humain tout en haut. C'est un ensemble diversifié de capacités cognitives adaptées à différents environnements. La mémoire, l'empathie, la stratégie, la culture, toutes ces formes de pensée complexes existent chez les animaux, même en l'absence de langage humain. Alors que faire de ces deux visions qui semblent contradictoires? D'un côté, un langage symbolique et culturel qui semble unique, de l'autre, une intelligence animale complexe et indéniable. Il faut peut-être passer d'une logique de rupture à une logique de continuité. Notre parcours intellectuel est passé de cette rupture nette de Descartes à la nuance apportée par la linguistique, pour enfin arriver, avec l'éthologie, à l'idée d'une continuité cognitive. On ne pense plus en termes de murs ininfranchissables, mais plutôt en termes de spectres. Voici la synthèse à laquelle on peut aboutir. Oui, le langage humain, ce système de symboles articulés, est très probablement une spécificité de notre espèce. Mais, et c'est le grand changement, on ne peut plus en déduire que son absence équivaut à une absence de pensée, d'intelligence ou de conscience. Frans de Waal résume cette inversion de perspective de façon saisissante. On a complètement retourné l'argument. La présence évidente de pensée chez des êtres non linguistiques prouve que le langage, aussi central soit-il pour nous, n'est pas le seul marqueur de l'intelligence dans le monde vivant. Nous sommes en 2025, et ce débat est plus vivant que jamais. Les frontières que l'on pensait si claires continuent de s'estomper sous nos yeux. Et cela nous laisse avec une question ouverte, vertigineuse. Avec le développement de l'intelligence artificielle, capable de décoder les communications animales, va-t-on découvrir des systèmes symboliques que nous n'avions jamais soupçonnés? La dernière frontière humaine est-elle en train de tomber? La discussion, en tout cas, ne fait que commencer.